clairement dans un effondrement. Moi, justement, tout mon travail à l'international, et notamment en Afrique de l'Ouest, montre non seulement un effondrement... Vous n'avez pas pu y aller, là, récemment? J'y suis allé, mais on m'a renvoyé. Ouais, le président m'a renvoyé. Le ministre de l'Intérieur a fait un communiqué sénégalais. Dans quel pays, on a fait un communiqué de presse, un communiqué après mon expulsion qui avait suscité indignation, en indiquant que j'avais parlé de son Excellence, le président de la République, Macky Sall, qui est donc une sorte de sous-fifre du pouvoir élyséen, de tyran, et que c'était inacceptable, et que donc, dans ces conditions-là, je ne pouvais pas venir, parce que c'était une audience de son principal opposant, qui va être, en fait, s'il est autorisé à se présenter en février 2024, le prochain président du Sénégal, parce qu'il est extraordinairement populaire, et que le pouvoir actuel ne l'est absolument pas. Eh bien, vous serez ministre, peut-être? Non, justement, on va essayer d'éviter de répéter les sorciers blancs et les pratiques néocoloniales d'antan. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'on est sur une situation où, alors qu'il y a des découvertes de gaz et de pétrole dans la région et dans le pays en particulier, il y a des pouvoirs qui s'accrochent à ces ressources et ça crée des dérives absolument hallucinantes, et 14 morts dans des manifestations en 2021, et depuis un certain nombre de violences particulièrement hallucinantes. Mais pour revenir sur la France, ce qu'on voit dans cette région... Macron, il a un peu enchaîné les humiliations diplomatiques. Vous pensez que c'est lié à sa personne ou à la perte de la puissance française, honnêtement? Mais elles vont ensemble. Moi, je pense que c'est, en fait, encore une fois, l'insignifiance de la personne, pardonnez-moi de réutiliser ce terme, mais je pense qu'il faut qu'on l'ancre dans les esprits, entraîne celle de notre pays lorsque la personne qui occupe ces fonctions a la capacité de diriger nos destins. Donc il y a une sorte de coagulation comme ça qui est permise par la Ve République. Ce qui est clair, ce qu'on voit, tous les mouvements souverainistes, en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale par exemple, ils sont avant tout le fruit de l'effondrement de la puissance française et de son incapacité à, comme on dit, occuper le terrain et à proposer aux populations et aux États avec lesquels elle était alliée, tout simplement, de continuer à prospérer. La perte d'investissements directs étrangers, on ne tire d'argent aujourd'hui que des services bancaires, que de la finance, en gros. Grâce à nos grandes banques, si vous regardez les IDE sortants et entrants, on ne produit plus rien. Et on est dans une situation où la seule ressource que l'on réussit à accaparer, c'est notamment à travers les banques, c'est-à-dire à notre capacité à piller les ressources de pays qui n'ont pas assez de capital, à qui on leur prête, pour qu'une partie nous revienne sous forme d'intérêt. Donc on est sur... En fait, ça c'est assez symptomatique d'une queue de comète. On est en fait à un moment de bascule où, de façon plus générale, c'est ce que je décris dans le livre, après avoir été les contremaîtres de la mondialisation, c'est-à-dire entre les grands empires et les esclaves du monde moderne, ceux qui nous permettent encore aujourd'hui d'acheter des t-shirts pas chers et qu'ils fabriquent pour 3,5 centimes en Asie du Sud-Est notamment. Ne vous inquiétez pas qu'en termes de harcèlement de la part du pouvoir et de procédures qui sont mises en œuvre à mon encontre, j'ai droit à... Vous voulez dire dans le cadre de vos autres affaires? D'ailleurs, on en est où là? En général, convocation, j'ai quand même eu droit à une accusation de viol extraordinaire. Souvenez-vous, on a essayé de m'accuser d'avoir drogué une femme avec une gélule de lamaline, ce qui est l'équivalent quand même d'un demi-café serré, et d'un tiers de Codoliprane. Vous voyez, enfin, on en est là quand même. Et ils ont réussi à créer une instruction là-dessus, à me mettre en examen, à convoquer ma sœur, ma petite sœur, ma mère, pour leur faire parler de mon intimité, à mettre sous surveillance mes compagnes, et c'est encore en cours. Donc on est sur une situation où les formes de répression... Vous voulez dire qu'ils vous lâchent pas, quoi? Mais bien sûr que non. Et des procédures comme ça, on en a à foison. Bouygues me poursuit parce que je dénonce la corruption qu'il y a sur la construction du palais de justice, du nouveau palais de justice, le tribunal judiciaire à Paris, à Batignolles, la sorte d'énorme monstre qui est entre le hall d'aéroport et le centre commercial, qui a coûté près de 3 milliards d'euros aux Français, 2,4 milliards d'euros pour être précis, alors qu'il en a coûté que 645 millions à construire. Vous voyez? Donc moi je décris, j'explique pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là, pourquoi est-ce qu'on est dans un tribunal de justice. Vous avez des preuves de tout ça? Oui, bien sûr. On s'est retrouvés avec le fils de Bernard-Henri Lévy, Antonin Lévy, et 2 autres avocats recrutés par Bouygues pour essayer de me faire la peau. Et donc on a exposé de façon détaillée l'ensemble des preuves qui permettaient d'établir l'existence de ce qui était un pacte en fait entre Martin Bouygues et Nicolas Sarkozy. En 2 mots, Nicolas Sarkozy attribue à Xavier Niel une licence téléphonique, je ne sais pas si vous vous souvenez, on passe de 3 à 4 opérateurs. Qu'est-ce que ça produit? Une baisse des marges pour les opérateurs existants, parce que quand vous êtes 4 acteurs au lieu de 3, évidemment, vous perdez un peu d'argent. Et donc, à partir de là, Bouygues est furieux, il dit « Attends, Coco, je t'ai mis pendant 20 ans aux 20 heures de TF1, et en retour, tu t'arrives et tu me détruis mon business model. » Et donc, il commence à récupérer des marchés publics, dont celui du tribunal judiciaire, mais aussi celui de Ballard. Donc, vous vous souvenez peut-être, sorte de Pentagone à la française monstrueux, où on a dépensé des milliers d'euros pour la moindre prise, parce qu'évidemment, il s'agissait d'essayer de trouver des sources de revenus pour cette entreprise qui lui permettent de maintenir sa rentabilité. Et donc, vous voyez, en fait... En parlant de Pentagone, vous pensez toujours qu'il y a
je sais pas, des services occultes de pays étrangers qui puissent vous surveiller également? Non, je pense que cette phase-là, qui a été assez intense, ça a été prouvé. Hein. On a récupéré, grâce à un lanceur d'alerte, ils ont été publiés par Der Spiegel, El País, The Guardian et tout ça, les vidéos qui avaient été prises par la CIA de mes échanges avec Julian Assange, le fondateur de Wikileaks, que je représentais à l'époque, donc entretien entre avocats et clients, qu'on était enregistrés. Il y a eu Mike Pompeo, le directeur de la CIA, qui fait une déclaration publique qui assimilait Wikileaks à un service de renseignement étranger et le placer en termes de priorité pour la CIA à la hauteur de Al-Qaïda. On était 15, hein, donc je peux vous dire que quand vous retrouvez ciblé comme ça en 2017 par le directeur de la CIA et que vous découvrez des années après qu'en fait il avait discuté avec Donald Trump au sein de la Maison-Blanche, c'est un article de Yahoo News que j'invite tout le monde à lire, qu'en gros ils se sont demandé s'il fallait plutôt kidnapper, assassiner ou juste entraver, c'est le terme qu'utilisent les services de renseignement, les opérations d'entrave. Voilà, ça a été une époque de ma vie, entre mes 25 et 28 ans, avec en plus les services de renseignement français qui, au lieu de nous protéger, se faisaient les relais des services états-uniens, avec évidemment derrière le FSB et compagnie qui essayaient d'en profiter, enfin le GRU, pour essayer de nous déstabiliser. Ça a été assez intense. Je pense que là, on est sur je ne représente plus rien en termes de menaces à l'échelle internationale, même si je suis quand même l'avocat du principal opposant à Macky Sall, Ousmane Sonko, qui risque de faire basculer le Sénégal dans un autre monde, quelque part, et éloigné de la France-Afrique habituelle, de Kémy Séba, de Nathalie Yamb, donc des personnes qui sont très exposées, directement visées par les États-Unis. Je suis maintenant, évidemment d'un certain nombre d'autres opposants, je suis maintenant en tant qu'avocat moins exposé que je l'étais à l'époque de Wikileaks. Donc la menace, elle est nationale en fait aujourd'hui. Elle est vraiment dans le rapport de force qu'on a mis en place, qu'on tente de mettre en place avec le pouvoir. Et l'idée de ces livres, c'est en sachant très bien la précarité de ce qui arrive et aussi même en termes de capacité à incarner quelque chose, parce qu'il y a les menaces directes, les pressions, mais aussi les salissures qu'on met en branle pour essayer de rendre votre parole inaudible. C'est de donner tout ce que j'ai, que chacun puisse s'en saisir, pour qu'il n'y ait pas de dépendance par rapport à une figure. Oui, par exemple, oui, bien sûr. Donc, vous voyez, c'est essayer de désactiver ça et le plus vite possible, en fait, de redistribuer ce que moi j'ai pu découvrir au cours de mes années de parcours au sein de ces lieux de pouvoir. Et vous